Écoutez, avant de répondre à cette question, je voudrais pour vos téléspectateurs ou vos lecteurs dire deux mots sur mon positionnement géopolitique. Donc si vous voulez, je suis tout à fait dans la ligne du général de Gaulle, mais non pas en suiveur béat devant ce qu'il a fait, mais parce que je partage sa position géopolitique. La France, dont je sers les intérêts, puisque j'ai passé 31 ans dans l'armée, 31 ans en tant que chef d'entreprise au service de président d'entreprises françaises, est à la fois une puissance maritime, avec près de 5000 km de côte, 12 millions et demi de zones économiques exclusives, etc., comme les pays anglo-saxons, mais elle est également une puissance continentale, comme l'Allemagne, comme la Russie, comme la Chine. Et donc, pour le général de Gaulle, comme pour moi, la France doit être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest, et non pas se ranger dans un camp contre l'autre. Et c'est pour cela que le général de Gaulle s'était retiré de l'OTAN dès que les forces nucléaires existaient en France, de 1964, il se retire en 1966, et je considère que c'est une erreur grave que à la fois le président Sarkozy, puis Hollande, puis Macron nous maintiennent dans l'organisation intégrée, parce que la France assure par elle-même sa sécurité. Notre dissuasion nucléaire fait que nous ne pourrons jamais être à la merci d'une guerre comme en Ukraine, parce qu'on est capable d'infliger à n'importe quel agresseur des dommages supérieurs à notre enjeu. Et c'est pour cela que j'interviens partout pour essayer de rappeler que ce socle de la défense fait que nous sommes une puissance originale dans l'Europe. Parce que tous les autres pays européens dépendent pour leur défense des États-Unis et des vecteurs américains dont les clés sont à Washington. Et on ne verra jamais croire devant le risque nucléaire, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai assisté en tant que responsable de la sécurité radiologique des pénétrations pilotées à 7 tirs nucléaires dans le Pacifique, c'est-à-dire 7 tirs aériens. On ne fera jamais croire que les Américains risqueront Washington pour défendre Kiev. Donc, si vous voulez, on est face à une guerre totalement dissymétrique, dans laquelle c'est la première fois depuis Hiroshima et Nagasaki qu'une puissance nucléaire lance une guerre à ses frontières, en disant que ses intérêts vitaux, c'est-à-dire qui lui permettent d'utiliser l'arme nucléaire, sont menacés. Et face à une puissance, même baquée par les anglo-saxons, mais qui n'a ni le potentiel militaire, ni le potentiel humain de lui résister. Voilà, et alors où en est aujourd'hui l'Ukraine? Moi je pense que ce qui manque à l'Ukraine, ce n'est pas les matériels qu'on lui donne à foison, même si on ne lui donne pas que des bons matériels. On lui a donné beaucoup de matériel qui était retiré de nos armées, mais c'est les hommes, et les hommes qui ont envie de se battre. L'Ukraine a un potentiel limité humain. Et là, on en arrive, vous savez, dans une guerre, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Parce que c'est eux qui prennent les risques. Les autres essaient de survivre. Et dans cette première année de guerre, ce sont les meilleurs soldats ukrainiens qui sont morts. Et les autres, maintenant, ils savent que leurs copains, les meilleurs, sont morts et ils n'ont aucune envie de les rejoindre. Voilà, donc voilà où en est l'Ukraine. Donc moi, pour d'autres raisons, je ne crois absolument pas à la réussite de cette contre-attaque, parce que les Russes ont une supériorité aérienne considérable et en plus une supériorité de feu terrestre, puisque les Ukrainiens eux-mêmes disent que quand ils tirent 4000 obus par jour de 155, les en tirent 20 000. Beau disait même de 40 000, moi je ne crois pas, je pense qu'on est dans un rapport de 4 à 5, mais on est aussi donc dans un rapport de 4 à 5 au niveau des pertes, parce que le feu tue de la même façon les Ukrainiens et les Russes. Voilà, donc voilà pourquoi à la fois les Ukrainiens ne pourront jamais reprendre les Oblats indexés, aujourd'hui annexés par la Russie, qui font maintenant partie de la fédération, parce que Poutine, en droit russe, peut-être pas reconnu, mais en droit russe, est en mesure d'utiliser l'arme nucléaire pour défendre ses Oblats. Et il le fera. Et il le fera. Alors il le fera suivant la doctrine russe, par un ultime avertissement. Alors qu'il peut prendre différentes façons. Donc on peut, par exemple, il peut reprendre les essais nucléaires aériens,
non plus. Il peut très bien envoyer une arme nucléaire dans un endroit inhabité, mais visible, comme par exemple l'île aux serpents, en altitude, qui serait vue à la fois en Roumanie et en Ukraine. Et pour montrer sa détermination à éventuellement taper sur les forces qui le mettent en difficulté. Mais je pense qu'il n'en aura pas besoin. Mais donc, si vous voulez, dire aujourd'hui qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire est de la foutaise. C'est une stupidité complète. Et c'est envoyer des jeunes Ukrainiens se faire tuer ou des jeunes Russes se faire tuer pour rien. Moi, je sais ce que c'est se faire tuer au combat. Moi, j'ai été moi-même blessé. J'ai eu dans une journée 2 morts sur 25, 2 morts et 7 blessés dans ma section. J'en ai mis au tac 40. J'ai été blessé à 9h30 du matin, évacué à minuit, opéré à 2h du matin. Donc je sais ce que c'est la souffrance sur le champ de bataille pour ces gens-là. Et je suis révolté qu'on envoie des gens en leur promettant la victoire alors qu'ils n'ont aucune chance de l'obtenir. Ben oui, parce que l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Et tout ce qu'on nous dit là-dessus, c'est n'importe quoi. Bon, quelques chiffres, très peu, mais qui sont des chiffres publiés par British Petroleum sur 2021, juste avant la crise. En gros, la production mondiale de gaz naturel, c'est 4 000 milliards de mètres cubes. Les exportations mondiales de gaz, c'est 500 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire le 8e. La Russie, là-dessus, en exporté sur ces milliards, en exporté de l'ordre de 200 milliards. Un peu plus que de 200 milliards. L'Europe en a importé plus de 300 milliards. Et l'Amérique du Nord en exporté que 2 milliards. Alors quand on nous raconte qu'on va remplacer les 220 ou 230 milliards de la Russie par les 2 milliards venant des Américains, c'est n'importe quoi. Le marché du gaz mondial, et notamment en Europe, ne peut pas se passer du gaz russe. D'ailleurs, il ne s'en est pas passé en 2022. En 2022, jusqu'au sabotage de Nord Stream, et d'ailleurs également le gaz russe continue à couler dans le sud de l'Europe, les cuves, les Allemands ont rempli toutes leurs cuves, donc ils ont réussi à passer l'hiver, mais ils ne passeront pas le deuxième. Ils ne passeront pas 2023. Donc déjà en Allemagne, il y a des entreprises qui trouvent que le gaz est trop cher et qui ferment. Donc on va avoir une crise économique si l'Allemagne déjà est en récession depuis 2 mois. Si l'Allemagne s'enfonce dans la récession, c'est toute l'Europe. Et la France le premier, puisque l'Allemagne est un partenaire, notre premier partenaire en importation et exportation. Voilà, donc c'est évident que la première chose que l'on sait d'historien, puisque vous êtes un historien, c'est que les sanctions n'ont jamais fait changer un régime autoritaire, mais c'est le peuple qui souffre. Moi, je prendrais celui que j'ai bien connu et travaillé, puisque j'ai travaillé sur un colloque là-dessus, c'est la Birmanie. Quand les Américains ont imposé des sanctions en Birmanie, il y a eu 100 000 couturières qui faisaient des t-shirts, qui ont été au chômage. Et où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Elles sont prostituées en Thaïlande. Est-ce qu'on a amélioré le monde là-dessus? Et la junte est toujours au pouvoir. Donc, si vous voulez, les sanctions, en général, ne changent rien. Et la Russie, ben, on en voit, la Russie est en croissance, la Russie, évidemment, puisque les matières premières qu'ont les Russes sont indispensables au monde, que ce soit les engrais, que ce soit les céréales ou que ce soit l'énergie. Le monde ne tourne, ce monde capitaliste ne tourne qu'avec les matières premières qu'exporte la Russie. Alors, je ne pense pas que les Américains veulent faire en Afghanistan. Ce que veulent faire les Américains, c'est ce que Brzezinski dit dans Le Grand Échiquier, qui est publié en 1997. Ils veulent absolument éviter une alliance
stratégique et économique entre la Russie et l'Europe, une création d'une Eurasie, parce que ça leur enlève le primus mondial. Et donc, Brzezinski dit, il y a une seule façon de le faire, c'est enfoncer un coin entre la Russie et l'Europe, et ce coin s'appelle l'Ukraine. Et toute la stratégie américaine a pour but de créer un mur, un nouveau mur de Berlin, si vous voulez, entre la Russie et l'Europe, pour justement maintenir leur primauté économique. Et d'ailleurs, cette guerre affaiblit plus l'Europe qu'elle n'affaiblit la Russie. Pourquoi? Alors, quand notre ministre, que je connais bien, de l'économie et des finances, disait on va mettre l'économie russe à genoux, c'est des grosses bêtises, parce qu'il pensait, comme beaucoup de monde, que le monde entier appliquerait les sanctions. Or, quand on regarde, il n'y a que 33 pays qui ont appliqué les sanctions. Et dans ces 33 pays, il y en a qui ont dit qu'ils les appliquaient, mais qui ne les appliquent pas réellement. Et il y a 150 pays dans le monde qui n'appliquent pas les sanctions et qui tirent bénéfice. Le premier sont des grands partenaires des États-Unis. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde, où les secrétaires américains vont et disent « mais comment vous pouvez nous faire ça ?» Et ils disent « attendez, vous nous dites qu'il faut faire un embargo vis-à-vis de la Russie en parlant de morale, mais attendez, vous avez fait la guerre en Irak, les gars, donc ne venez pas nous dire que c'est pour la morale internationale. Et deuxièmement, les Russes nous donnent de l'énergie à bas coût, ça nous permet de limiter l'inflation chez nous, l'inflation que vous avez créée, ce n'est pas la guerre qui l'a créée, c'est vos sanctions. Voilà, donc contrairement à ce que des gens croyaient, eh bien, la guerre en Ukraine est un révélateur et qui montre que ce n'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Occident qui est isolé, du moins ce qu'on appelle l'Occident. Moi, je pense que c'est un mot qui est abusif parce que les intérêts des anglo-saxons et les intérêts des Européens ne sont pas partout les mêmes. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est assez complexe comme question. Alors, pour moi, vous voyez, la France ne risque rien de la Russie. Bon, on peut dire que d'autres pays, je pense qu'aucun autre pays d'Europe en dehors de l'Ukraine ne risque quelque chose parce que la Russie n'a pas les moyens. La Russie a un budget de la défense qui est en gros, allez, en tirant au maximum celui de la France plus de l'Italie, peut-être même un peu plus que l'Italie en pouvoir d'achat. Et ils ont un territoire 35 fois comme la France à défendre. Et ils ont investi essentiellement dans l'arme nucléaire. L'armée russe qui est entrée en Ukraine, c'est l'armée russe que j'ai connue dans les années 80 quand je commandais un régiment blindé mécanisé en Allemagne. Donc où est-ce qu'ils ont avancé? Les Russes, ils ont avancé sur leur dissuasion nucléaire, sur leurs missiles hypersoniques, sur un certain nombre d'actions qui renforçaient la sécurité de leur territoire. Mais ce n'est que très récemment qu'ils ont commencé à moderniser leur armée de terre. Voilà, donc ça c'est une réalité. Ils ont des avancées technologiques, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Sur les blindages, ils ont toujours des capacités de brouillage considérables. Bon, voilà, mais la Russie n'a pas les moyens de menacer l'Europe. Et en tout cas pas la France, puisque la France a une dissuasion nucléaire. Voilà, donc au niveau... la France souffrira moins que l'Allemagne. Ça c'est évident. Mais quel est le problème pour la France? C'est que ça nous détourne de la menace principale. La menace principale, ce n'est pas la Russie, c'est l'islamisme radical. Et c'est ce qui se passe dans les banlieues. Et ce qui se passe dans les banlieues n'est pas étranger avec la drogue, n'est pas étranger avec l'islamisme radical, n'est pas étranger avec ce que maintenant certains sociologues disent, cette volonté non pas de séparatisme avancée qu'a fait Macron, mais cette volonté de conquête et de nous imposer une autre culture chez nous. Et c'est ça la défense. Donc pendant qu'on dit on se prépare à la guerre à haute intensité, qu'on dépense de l'argent dans l'armement, on oublie les problèmes écologiques et on oublie les problèmes de civilisation avec l'islam radical. Voilà, pour moi, la grande menace de la France, c'est de disperser nos efforts dans un domaine dans lequel on est déjà en sécurité, qui est le domaine de la défense avec la dissuasion nucléaire.
la corruption n'a pas commencé en Ukraine avec la guerre. Si vous reprenez les reportages de Radio France, de France Inter de 2021, vous voyez que cette corruption en Ukraine était dénoncée par les médias aujourd'hui qui portent les Ukrainiens au nu. Donc on sait que la corruption a commencé en Ukraine dès la fin du RSS, puisque les Russes ont laissé des stocks d'armes, ils ont retiré les armes nucléaires, ils ont laissé les armes classiques, et toute cette corruption s'est créée autour de la vente de ces matériels dans le monde entier. Et aujourd'hui, les Américains sont très inquiets, puisqu'ils ont présenté un plan pour lutter contre ce détournement, donc Foreign Affairs a expliqué qu'il se mettrait en place sur 2023 et 2024. Et le président du Nigeria s'est inquiété par des mots qui sont très forts, puisqu'il a dit une partie de l'armement qui est envoyé à l'Ukraine est déversé à flot continu en Afrique. À flot continu. Il a utilisé ces mots exacts, évidemment, en anglais. Voilà, donc oui, on sait aujourd'hui très bien que les armes individuelles, alors individuelles, ça va jusqu'aux Stinger qui sont capables de descendre un avion de ligne, hein. Bon, donc au moment du décollage ou de l'atterrissage, il y en a 40% qui sont détournés, ils arrivent en Pologne, ils sont diffusés dans des camions qui ne sont pas en convoi pour éviter d'être attaqués par les Russes, et qui partent vers le front. Et ces camions, il y en a, d'après ce que disent les Américains, 40% qui n'arrivent pas et qui sont détournés dans les armes individuelles. Alors évidemment, ce n'est pas les chars qui sont détournés, ce n'est pas les canons, etc. Ce sont les armes individuelles, mais dans les armes individuelles, vous avez des armes qui peuvent représenter pour le terrorisme international des opportunités majeures. Mais si vous voulez, le bon sens, les gens disent à qui le crime profite. Bon, alors il est bien certain, pour moi, que je ne sais pas qui a saboté Nord Stream 2, mais on sait que les Américains étaient furieux que les Allemands ne respectent pas les sanctions dans le domaine du gaz. Alors les Allemands disent toujours oui, hein, c'est une façon, ils sont très soumis verbalement, mais derrière ils continuent. Pendant toutes les sanctions contre la Russie, les exportations de l'Allemagne vers la Russie ont augmenté, alors que nous, on applique, quand il y a une sanction, on l'applique depuis 2014 bêtement, et nous, ça diminue, mais les Allemands, ça augmente. Bon, voilà, donc là, Nord Stream, je pense que c'est les Anglo-Saxons. Alors maintenant, on dit que c'est les Ukrainiens parce qu'ils veulent sur un truc, mais bon, je pense que les Ukrainiens, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est certainement pas les Russes qui se sont auto-sabotés. De la même façon, le barrage classique, si vous voulez, il est stratégique pour la Russie. Et pourquoi les Russes ont évacué Kherson? Parce que ce barrage a été déjà bombardé quand les troupes russes étaient à l'ouest du Dniepr, étaient bombardées par les Ukrainiens. Et pour les Russes, il est tout important parce que le canal de Crimée part de ce barrage, et la Crimée et tout le sud, justement l'oblast de Zaporijie qui est contre la Crimée, et l'oblast de Kherson, toute l'agriculture est irriguée par ce canal. Et donc, en faisant sauter le premier barrage classique, évidemment, qui a créé cette grande inondation, c'est effectivement l'agriculture russe et l'agriculture des oblasts ukrainiens qui est pénalisée. Dernière chose, la centrale nucléaire, les Russes la contrôlent. Pourquoi saboteraient-ils une centrale qu'ils contrôlent, quoi. Voilà, donc si vous voulez, non, moi je crois que tout ça, ce sont des actions. Alors les deux dernières sont des actions un peu, si on peut dire, désespérées de Zelensky. Je prends l'élite ukrainienne sait qu'ils ne vont pas être capables, d'ailleurs il y en a qui le disent, qu'ils ne seront pas capables de revenir aux frontières et reconquérir la Crimée. Et donc ce qu'ils essaient, c'est d'essayer de créer des événements qui peuvent entraîner un sursaut, notamment des Européens. Mais maintenant, il n'y a pas tout le monde a compris qu'on va
qu'au mieux, il n'y aura pas de victoire. Et moi, c'est ce que je pense depuis le début. Moi, je crois à un scénario à la coréen, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, les Russes vont s'installer sur les limites des oblasts qu'ils ont conquis ou de ce qu'ils peuvent conquérir. Et puis, ça va devenir comme en Corée. Les Américains et les Russes vont faire un bargain qui ne sera pas reconnu par les Ukrainiens. Mais bon, comme ils n'auront pas les moyens de faire, eh bien, ça fait 75 ans que ça dure en Corée, où la paix qui a été signée, l'armistice qui a été signé entre la Chine et les États-Unis n'a jamais été reconnu par la Corée du Nord et la Corée du Sud. Moi, j'appelle ça le scénario coréen. Moi, je pense que c'est le plus probable. Je ne crois pas à une victoire russe totale, parce que la résistance ukrainienne est très courageuse et on lui donne les moyens de survivre, comme disait mon général américain ami qui me dit « We give Ukraine enough to survive, but not enough to win ». Mais que l'Ukraine ne reprendra jamais les terrains annexés par la Russie, et donc on va avoir une non-guerre, mais qui fait l'affaire des États-Unis, puisque ça va créer un nouveau mur de Berlin entre l'Europe, et je vous rappelle que c'était l'objectif quand même que signait Brzezinski, la crainte pour les États-Unis, ce primum que les États-Unis avaient acquis avec la chute de l'URSS, était menacé s'il y avait une alliance économique et stratégique entre la Russie et l'Europe. Parce qu'à ce moment, et donc il avait dit, il faut absolument éviter cette création d'Eurasie, et le coin à enfoncer, c'est l'Ukraine. Et toute la stratégie après le faire, eh bien, elle a été mise en œuvre. On a vu les révolutions russes. Soros s'est vanté d'avoir financé le coup d'État de Maïdan, etc. Donc, on a depuis, si on peut dire, les années 2000, on a, après le 9-11, 2003, on a une stratégie qui se met en place dans l'administration américaine, qui est celle-là. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus.